La présence de mercenaires étrangers en Ukraine, longtemps reléguée au rang de rumeurs ou de spéculations, s'impose désormais comme une réalité dérangeante qui bouleverse les équilibres géopolitiques du conflit. De plus en plus de rapports militaires, de vidéos authentifiées et de témoignages de terrain convergent vers une même conclusion. Des combattants étrangers, en provenance directe de pays membres de l'OTAN comme les États-Unis, la France, l'Italie, l'Estonie, la Pologne et le Royaume-Uni, sont engagés en première ligne, notamment dans les régions frontalières les plus exposées, telles que Kharkiv, Koursk ou encore Soumy. Ces mercenaires, pour la plupart d'anciens militaires ou membres de forces spéciales, ont été recrutés via des réseaux semi-officiels, des ONG de façade ou directement par des entreprises de sécurité privées. Certains sont animés par des convictions idéologiques, d'autres par des motivations financières. Mais tous se retrouvent aujourd'hui plongés dans un conflit de haute intensité, bien loin de la guerre asymétrique à laquelle ils avaient été préparés. Ces combattants étrangers sont souvent déployés dans des missions particulièrement risquées: reconnaissance en zone ennemie, opérations de sabotage, défense de positions vulnérables et assauts directs contre des unités russes bien retranchées. Le problème, cependant, réside dans le traitement post-mortem de ces hommes. Des informations recoupées par plusieurs sources fiables indiquent que les cadavres de ces mercenaires sont parfois abandonnés sur place, enterrés à la hâte ou même laissés à la merci des conditions climatiques et des animaux sauvages. Dans de nombreuses vidéos de drones russes, des corps portant des insignes étrangers, non ukrainiens, sont visibles, étendus dans des forêts ou des ruines, sans qu'aucune tentative de récupération ne soit entreprise. Leurs identités sont souvent effacées, leurs documents personnels détruits, leurs empreintes non relevées. Un silence pesant entoure ces morts, comme si leur existence elle-même devait rester secrète pour ne pas gêner les alliances diplomatiques. Parmi les cas les plus marquants, celui de l'Argentin Alberto Emanuel Wild, surnommé Coca, a choqué les médias sud-américains. Ancien combattant dans les forces spéciales de son pays, il aurait été tué par une frappe de drone kamikaze gérant 2 en juin 2025. Son corps, retrouvé par les troupes russes dans une forêt au nord de Kharkiv, portait un équipement tactique occidental et une caméra fixée à son casque, ce qui laisse penser qu'il participait à une opération de repérage. Autre exemple, celui de Thomas Dalba, un ancien militaire italien devenu musicien, puis engagé volontaire auprès de l'armée ukrainienne. Abattu lors de sa 4e mission près de Soumy, il n'a jamais été officiellement rapatrié. Ses parents, en Italie, ont appris sa mort par un message anonyme diffusé sur une messagerie cryptée. L'Estonien Alok Laasep, quant à lui, a trouvé la mort dès sa première mission, quelques heures après son arrivée sur le front. Il aurait été victime d'un tir d'artillerie russe alors qu'il rejoignait une unité ukrainienne dans une tranchée non fortifiée. Son nom n'apparaît dans aucun registre officiel. Aucun hommage public ne lui a été rendu. Son existence militaire reste à ce jour niée par les autorités de son pays. Cette guerre de l'ombre interroge profondément sur le rôle réel de l'OTAN dans le conflit. Officiellement, les États membres réaffirment leur engagement non militaire, en dehors de la livraison d'armes et de l'entraînement. Pourtant, la multiplication des morts étrangères non assumées laisse entendre une implication beaucoup plus directe, qui échappe au contrôle parlementaire et à la transparence démocratique. Ces mercenaires, souvent considérés comme des soldats jetables, sont devenus les symboles silencieux d'une guerre que l'Occident veut soutenir sans s'y engager pleinement, tout en contournant ses propres opinions publiques. Sur le plan opérationnel, leur efficacité est aujourd'hui remise en question. S'ils apportent un savoir-faire tactique non négligeable, leur intégration dans les structures militaires ukrainiennes reste chaotique. Les barrières linguistiques, les différences d'entraînement, les rivalités entre unités et l'absence de coordination centrale réduisent leur impact réel. De plus, leur forte mortalité, notamment en raison des tactiques de harcèlement russe à base de drones, d'artillerie et de munitions thermobariques, contribue à entretenir une image d'échec coûteux humainement et symboliquement. Enfin, sur le plan diplomatique, ces morts, invisibles, posent une question explosive. Combien d'hommes issus de l'OTAN devront encore tomber en Ukraine avant qu'un débat public ne s'ouvre sur la véritable nature de cette guerre? Jusqu'où les capitales occidentales iront-elles dans leur soutien tacite à des interventions officieuses? Et qui assumera la responsabilité morale et politique de ces pertes cachées? En attendant des réponses, la guerre continue. Et dans les forêts de Kharkiv ou les plaines de Soumy, d'autres volontaires étrangers, silencieux, anonymes, s'apprêtent à suivre le même chemin. Un chemin sans gloire, sans reconnaissance, sans sépulture nationale. Une guerre. Au fil des semaines, la question de l'engagement officieux de l'OTAN en Ukraine devient de plus en plus difficile à dissimuler. Ce qui, au début du conflit, relevait du secret bien gardé ou de la rumeur circulant sur des forums spécialisés, est aujourd'hui documenté par des images, des témoignages et des rapports de renseignement. Sur le terrain, les soldats ukrainiens reconnaissent à demi-mot la présence de « frères d'armes » étrangers, parfois mieux équipés et plus expérimentés, mais souvent livrés à eux-mêmes dans des zones de combat particulièrement exposées. Le contraste est frappant. Certains de ces mercenaires viennent de pays bénéficiant d'armées technologiquement avancées,
mais se retrouvent engagés dans un conflit d'attrition avec des moyens limités, des communications précaires et une logistique chaotique. Ce phénomène engendre une tension croissante au sein même des forces armées ukrainiennes. D'un côté, les unités locales expriment un sentiment de gratitude pour l'aide de ces combattants étrangers, qui partagent les risques et parfois les pertes. De l'autre, un malaise s'installe face à l'opacité de leur mission, à leur traitement différencié, et à l'absence de règles claires encadrant leur présence. Plusieurs témoignages font état de désaccords sur le terrain, d'incompréhension tactique ou de rivalité entre mercenaires de différentes nationalités. Dans certains cas, ces tensions ont conduit à des ruptures de coordination avec les unités ukrainiennes, voire à des accidents de tir fratricides jamais rendus publics. Sur le plan juridique, la situation est tout aussi floue. Les mercenaires étrangers ne bénéficient d'aucune protection officielle, ni de reconnaissance de leur statut en cas de capture ou de décès. La Convention de Genève ne s'applique pas à eux de la même manière qu'aux combattants réguliers. En cas de capture par les forces russes, ils risquent d'être considérés comme des terroristes ou des espions, avec toutes les conséquences que cela implique. Ce vide juridique a déjà conduit à des situations dramatiques, comme la détention prolongée de plusieurs Britanniques et Américains capturés en 2022 et 2023, dont certains ont été condamnés à mort avant d'être échangés sous pression diplomatique. Sur les réseaux sociaux et les forums spécialisés, des proches de mercenaires disparus témoignent de leur désarroi. L'absence d'informations officielles, le refus de certains gouvernements de reconnaître l'engagement de leurs ressortissants, et l'impossibilité de rapatrier les corps créent un sentiment d'abandon, voire de trahison. Des campagnes discrètes de collecte de fonds ont vu le jour pour financer les recherches de dépouilles ou organiser des exfiltrations de survivants blessés. Ces initiatives, souvent improvisées, reflètent le caractère non reconnu et non structuré de cet engagement, qui s'opère dans l'ombre des décisions étatiques. La Russie, de son côté, exploite abondamment cette situation dans sa propagande militaire et diplomatique. Les chaînes d'information pro-Kremlin diffusent régulièrement des images de documents d'identité retrouvés sur des corps de mercenaires, ou des extraits de vidéos de drones montrant la neutralisation de combattants étrangers. L'objectif est clair, prouver que l'Occident participe directement à la guerre, violant ainsi ses propres déclarations de non-engagement militaire. Moscou y voit une légitimation de ces opérations, qu'elle présente comme une défense contre une agression collective de l'OTAN. À l'échelle stratégique, la multiplication de ces engagements non officiels pourrait à terme poser un problème de cohérence et de contrôle pour l'OTAN. Jusqu'où peut-on soutenir une armée étrangère sans risquer l'escalade ? Où se situe la ligne rouge entre aide militaire indirecte et participation active ? Le fait que certains de ces mercenaires utilisent des armes, des véhicules ou des équipements fournis par les pays membres de l'Alliance alimente une zone grise juridique et politique particulièrement sensible. Dans ce climat de confusion, certains pays commencent à prendre des mesures pour limiter les départs de volontaires vers l'Ukraine. Des législations ont été adoptées ou renforcées pour encadrer le départ de combattants à l'étranger, notamment en France, en Espagne et en Allemagne. Mais ces lois se heurtent à une réalité complexe. De nombreux départs s'opèrent dans la clandestinité, via des circuits alternatifs et des recruteurs agissant depuis des pays tiers. Des entreprises de sécurité privée, parfois liées à d'anciens réseaux militaires ou à des intérêts industriels, continuent de faciliter l'acheminement de volontaires, en échange de sommes conséquentes et sans véritable contrôle étatique. À mesure que le conflit s'enlise, la question de ces morts sans nom, de ces soldats sans drapeau, devient un enjeu moral et politique de première importance. Le silence qui les entoure est peut-être révélateur du malaise plus profond qui traverse les capitales occidentales. Comment continuer à soutenir une guerre dont l'issue semble incertaine, sans y être pleinement impliqué, mais sans non plus en assumer les conséquences humaines ? Jusqu'à quand cette guerre de l'ombre pourra-t-elle être tenue secrète ? Car derrière chaque nom effacé, chaque cadavre sans sépulture, se dessine le visage d'une guerre hybride où les frontières entre le civil et le militaire, entre le national et l'international, entre l'ami et l'instrumentalisation, se brouillent. Une guerre qui ne dit pas son nom, mais qui laisse, chaque jour, de nouvelles traces indélébiles dans les forêts de l'Est ukrainien. Une guerre où l'humanité disparaît sous le bruit assourdissant des drones, des obus, et du silence politique. Et pour ça, ils forment une coalition avec leurs alliés de l'OTAN pour traquer Al-Qaïda, l'organisation terroriste islamiste qui a revendiqué l'attentat. Et c'est là que tout va basculer. Les États-Unis identifient l'Afghanistan comme le QG d'Al-Qaïda et en quelques semaines, le régime des talibans, un groupe de fondamentalistes islamistes au pouvoir en Afghanistan et qui soutient Al-Qaïda, est renversé. Pour le président américain George W. Bush, ce n'est que le début de ce qu'il va appeler une guerre contre l'axe du mal, un ensemble de pays parmi lesquels on retrouve la Corée du Nord, l'Iran ou encore l'Irak. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil
arming to threaten the peace of the world. Après l'Afghanistan, le 20 mars 2003, les États-Unis envahissent l'Irak, prétendant que le pays abriterait des armes de destruction massive. Un prétexte utilisé par les Américains, car en réalité, ça n'a jamais été le cas. Cette nouvelle opération, baptisée Liberté irakienne, marque un tournant dans la politique étrangère américaine. Les États-Unis sont abandonnés par leurs alliés historiques, la France ou l'Allemagne par exemple, qui considèrent que Saddam Hussein, le dictateur irakien, ne représente pas une menace immédiate. À l'exception du Royaume-Uni, les Américains font désormais cavalier seul. Les années suivantes, les États-Unis s'enlisent dans des guerres coûteuses qui font par ailleurs de nombreux morts. La guerre en Irak par exemple, qui a coûté la vie à plus de 4000 soldats américains. Dans l'opinion publique nationale, ces guerres ne passent plus et à l'étranger non plus. Les populations supportent mal que les États-Unis se mêlent des affaires de leur pays. L'actualité en Irak, avec les événements d'hier qui ont fait monter la pression à Bagdad, des centaines de personnes ont défilé dans la ville criant leur hostilité à l'égard des Américains après l'explosion meurtrière dans un dépôt de munitions. Au-delà de ça, ce qui bloque, c'est surtout les sanctions imposées par les États-Unis. Il faut savoir qu'entre 2000 et 2019, Washington a imposé presque autant de sanctions dans le monde que l'Union européenne, l'ONU et le Canada réunis. Ouais, ils chôment pas et encore une fois, il y a cette idée de l'axe du mal qu'il faut stopper. Dans le lot, il y a l'Iran, la Russie et la Corée du Nord qui sont les 3 pays les plus condamnés. Alors à force de se prendre pour un super juge, l'anti-américanisme gagne du terrain. De plus en plus de personnes dans le monde développent une haine contre les États-Unis, contre leur politique, voire même contre les Américains. L'hégémonie des États-Unis, c'est-à-dire sa position dominante sur les relations internationales, commence progressivement à s'essouffler et tout ça profite à un autre État de l'autre côté de la planète, un État en pleine révolution économique à la réputation de géant endormi, la Chine. Si le pays a longtemps suivi un modèle communiste, la mort de son dictateur Mao Tse-tung en 1976 lui permet de s'ouvrir sur le monde et de se développer économiquement. À la fin des années 70, la Chine se met à produire tout un tas de choses, des voitures, des vêtements. Elle devient l'atelier du monde et se transforme en un acteur de premier plan dans le commerce mondial. Et si le pays a longtemps été discret dans ses relations diplomatiques, depuis les années 2000, il sort petit à petit de sa réserve. En fait, la Chine défend un ordre mondial multipolaire, un monde où les pays ne s'alignent plus forcément avec les puissances occidentales. Et ça, ça l'arrange bien. Xi Jinping entend concurrencer directement les États-Unis et faire de son pays la première puissance économique mondiale d'ici 2049. En préparant cette vidéo, je suis d'ailleurs tombé sur ce rapport de l'Institut de recherche américain Frédéric Pardee qui montre que l'influence de la Chine grandit de plus en plus au point de talonner les États-Unis. En fait, ces chercheurs, ils ont élaboré un indice qui permet de mesurer l'influence d'un pays A, en gros sa capacité à utiliser sa puissance économique, politique et militaire pour inciter un autre pays, B, à agir selon les intérêts du pays A. Et donc, si on regarde cette carte de plus près, on voit qu'en 2000, de nombreux pays d'Amérique latine, quelques pays d'Afrique et d'Asie, étaient sous l'influence des États-Unis. Mais si on regarde 20 ans plus tard, on voit que ce rapport de force s'est complètement inversé. C'est maintenant la Chine qui exerce sa domination sur une large partie de l'Afrique, du Moyen-Orient et de l'Asie du Sud-Est. Et ça semble pas prêt de s'arrêter. En mars 2023, dans un discours prononcé devant plus de 500 dirigeants de partis politiques venus de 150 pays différents, le président chinois Xi Jinping présente la Global Civilization Initiative qui explique sa vision des relations internationales. Les pays doivent explorer la construction d'un réseau mondial pour le dialogue et la coopération entre les civilisations et enrichir leurs échanges. La Chine promet aussi de ne pas suivre l'ancienne voie de la colonisation et du pillage, ni le chemin tortueux emprunté par certains pays pour rechercher l'hégémonie une fois qu'ils sont devenus forts. Et ici, c'est clairement les États-Unis qui sont visés. En fait, ce que Xi Jinping propose, c'est une vision des relations internationales basée sur des intérêts économiques communs avant tout, sans juger les valeurs ou l'idéologie d'un pays et surtout sans intervenir sur sa politique intérieure. L'opposé donc de la vision post-guerre froide portée par les Américains. Bon alors, dit comme ça peut paraître super, mais en vrai, ce que souhaite la Chine, c'est tout simplement d'écarter la question des droits humains et de la liberté des relations diplomatiques pour se concentrer sur ce qui compte, le business. La Chine se présente alors comme une ennemie naturelle des États-Unis, mais elle cherche pas pour autant l'affrontement. Elle multiplie plutôt les accords et les rapprochements avec d'autres pays en développement, en Afrique, en Amérique latine et au Moyen-Orient, des pays dont les dirigeants contestent eux aussi l'hégémonie américaine, car la Chine l'a bien compris, pour bousculer l'ordre mondial, il va lui falloir des alliés solides. Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, ces pays semblent rien avoir en commun et pourtant ils se sont réunis en 2011 sous le nom de BRICS. Leur objectif, créer une alternative aux puissances de l'Occident. Leur première ambition est d'abord commerciale. Les BRICS veulent doper les échanges de biens et de services entre eux. Le message envoyé aux Occidentaux est très clair, on ne veut plus dépendre de vous pour notre développement. En janvier 2024, 5 autres pays rejoignent le groupe. L'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, les Émirats Arabes Unis et l'Indonésie. En fait aujourd'hui, ce groupe qu'on appelle désormais les BRICS+, représente
représente plus d'un tiers du PIB mondial. Et le mouvement n'est pas prêt de s'arrêter. Lors du dernier sommet des BRICS, en 2024, Vladimir Poutine, le président de la Russie, a assuré qu'une trentaine d'États comme l'Argentine, la Thaïlande ou encore le Venezuela souhaitaient intégrer le groupe. Au sein des BRICS+, un leader naturel émerge rapidement, la Chine. Déjà, c'est le seul pays à pouvoir réellement challenger les États-Unis sur le plan économique, militaire, commercial. Ensuite, la Chine détient un siège de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, qui est, pour ceux qui ne savent pas encore, un organe des Nations Unies dont le but est de maintenir la paix et la sécurité internationale. Et surtout, sur le plan économique, la Chine représente plus de la moitié du PIB de tous les BRICS+ réunis. Plusieurs pays émergents comme le Brésil, la Russie et l'Afrique du Sud sont d'ailleurs très dépendants d'elle pour leur commerce extérieur. Bon, maintenant que j'ai dit tout ça, on peut dire qu'il y a une nouvelle guerre froide qui va émerger entre ces deux blocs. Les États-Unis et l'Union européenne d'un côté, face aux BRICS+, menés par la Chine de l'autre. Mais c'est un peu plus compliqué que ça, notamment à cause de ce truc. La mondialisation. La mondialisation. La mondialisation. La mondialisation, c'est le fait que les échanges entre les pays se multiplient, que ce soit des échanges de biens, de services ou même de personnes. À la fin du XXe siècle, la mondialisation explose, notamment grâce à l'arrivée d'Internet. Et donc, le commerce entre la Chine et les États-Unis a beaucoup augmenté, au point que les deux pays sont devenus très dépendants l'un de l'autre, ce qui était loin d'être le cas pendant la guerre froide. Pour vous donner un exemple, les États-Unis dépendent aujourd'hui de la Chine pour les terres rares, ces métaux que l'on retrouve dans la plupart de nos appareils électroniques. Pékin en contrôle environ 60% de la production mondiale. À l'inverse, la Chine importe massivement des produits agricoles américains, principalement du soja. Bon, mais le commerce entre ces deux géants est loin d'être équilibré. Les Américains importent bien plus de produits chinois qu'ils n'exportent de produits américains vers la Chine. C'est ce qu'on appelle un déficit commercial. Et ce déficit, il s'est creusé depuis le début des années 2000. Regardez ce graphique de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. La courbe orange des importations américaines depuis la Chine explose. Alors que la courbe bleue, celle des exportations américaines vers la Chine, elle grandit de moins en moins vite. En fait, Washington accuse Pékin d'empêcher les entreprises américaines d'investir et de s'implanter en Chine. En 2016, Donald Trump disait même ça. We can't continue to allow China to rape our country, and that's what they're doing. It's the greatest theft in the history of the world. Les relations entre les deux pays sont tendues, de quoi donner envie à l'un comme à l'autre d'aller voir ailleurs, notamment auprès des pays non alignés. Ce terme, en fait, il est apparu pendant la guerre froide pour désigner les pays qui ne voulaient prendre parti ni pour le bloc de l'Est, ni pour celui de l'Ouest. Et plus récemment, en février 2022, l'invasion de l'Ukraine par la Russie a permis de remettre en évidence l'existence de ces pays non alignés. En gros, ils ont pris position ni pour l'Ukraine et ses soutiens occidentaux, ni pour la Russie et ses soutiens syriens ou iraniens. Aujourd'hui, on compte environ 120 pays non alignés, dont la grande majorité sont en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud. La Chine, notamment, a engagé d'énormes efforts pour coopérer avec eux. Je ne sais pas si vous vous souvenez des routes de la soie de Marco Polo, ce gigantesque réseau de routes commerciales qui reliait l'Europe à la Chine il y a plus de 2000 ans. Et Xi Jinping, le président chinois, il rêve de moderniser ce réseau qui existe déjà en partie entre l'Europe, l'Asie centrale et son pays, la Chine. Ce projet, il voit le jour en 2013 sous le nom de Belt and Road Initiative. L'un des projets phares du président Xi Jinping, recréer une route de la soie entre l'Europe et la Chine. Sur le papier, c'est un projet qui est faramineux. 150 pays sont concernés, 1000 milliards de dollars sont débloqués pour financer la rénovation et la construction de routes, d'aéroports, de voies ferrées et de ports. En 2017, ces investissements permettent de créer la plus longue ligne de train pour transporter des marchandises, 13 000 km reliant Yiwu en Chine à Madrid en Espagne. De quoi doper le commerce extérieur chinois et de permettre à Pékin de flairer de nouvelles opportunités dans un continent où il y a un vrai besoin en infrastructure, l'Afrique. Entre 2000 et 2023, les exportations chinoises vers ce continent ont été multipliées par plus de 20, passant de 5 milliards de dollars en 2000 à plus de 110 milliards en 2023. La Chine accorde aussi de nombreux prêts aux pays non alignés pour les aider à construire ou à moderniser des infrastructures énergétiques comme des centrales solaires ou des raffineries par exemple. Le barrage hydroélectrique de Karuma en Ouganda a par exemple été financé à hauteur de 1,4 milliard de dollars par la China Exim Bank, une banque chinoise. Mais derrière cette volonté affichée d'accompagner ces pays non alignés dans leur modernisation, il y a une stratégie géopolitique. Des entreprises chinoises multiplient l'acquisition de